André Cartapanis, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et vous avez été invité à travailler sur le thème de la globalisation financière dans le cadre du printemps de l'économie 2018. Alors première question, quelles sont les conséquences de cette globalisation financière sur l'économie mondiale? Alors en gros, depuis le début des années 80, on a assisté à la fois à un changement d'échelle de la finance et surtout au démantèlement d'un certain nombre de contrôles, de réglementations qui ont fait que les mouvements de capitaux ont pu se développer et donc la finance est devenue un phénomène de caractère planétaire. Et il y avait plusieurs justifications à ce processus. D'une part, on en attendait une meilleure allocation de l'épargne au plan mondial, en considérant que les pays à forts excédents d'épargne pourraient, ce faisant, les réallouer vers des pays avec un gros besoin d'investissement, des pays en développement, typiquement. Deuxième volet, il y avait l'idée selon laquelle, sur le plan microéconomique, les détenteurs d'actifs pourraient accéder à une diversification de leur portefeuille plus efficiente, en gérant leurs risques, en gérant leur rendement à une échelle plus globale, plus large. Et enfin, un troisième élément qui est important, et peut-être on va y revenir, c'est l'idée selon laquelle il y avait une marge de liberté accrue pour les politiques macroéconomiques, notamment sous l'angle de la contrainte externe, grâce à la possibilité d'accéder à des financements venant des marchés à l'échelle globale, et donc en n'étant pas tenu d'ajuster les déséquilibres de balance des paiements de façon immédiate. Et est-ce que ces idées se sont produites dans la réalité? Le bilan est un peu partagé. D'abord sous l'angle de la répartition de l'épargne au niveau mondial, on a eu pendant plusieurs sous-périodes plutôt des financements venant des pays émergents vers les pays développés, avec une forte densité des flux entre les pays développés plutôt que vers les pays émergents. Et typiquement, c'est lié à la position particulière des États-Unis, qui ont capté une part très importante de cette épargne qui circulait sur le plan mondial. Du point de vue des investisseurs, je crois que là, le bilan correspond à ce qu'on pouvait attendre, au sens où il y a eu une bien plus grande diversification avec la mise à profit des décorrélations de rendement entre l'Asie, l'Amérique latine, les pays plus développés. Sous l'angle, en dernier lieu, de la marge de liberté en matière de politique économique, là, le bilan me paraît beaucoup plus négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on le voit par le jeu de la pérennisation des déséquilibres de balance des paiements, il y a une moindre urgence d'ajuster. Et du coup, il y a une sorte d'explosion de ces déséquilibres de balance des paiements qui ne sont que l'image inverse des transferts de capitaux. Il y a quand même un pendant qui, lui, est beaucoup plus négatif, c'est que ça a été porteur d'une très forte instabilité sur le plan financier. Instabilité financière qui s'est exprimée dans des bulles spéculatives, dans des excès de financement de certaines économies, mais surtout qui très souvent, beaucoup plus souvent que dans la période des années 60 ou 70, s'est matérialisée par des crises. Crises financières en Asie, en Amérique latine, la dernière en date étant évidemment la crise qui démarre aux États-Unis, qui est devenue systémique. Donc le pendant, c'est qu'il y a une très forte instabilité financière qui, se faisant, contraint aussi les politiques économiques. Et pour remédier à ces instabilités, est-ce qu'il ne faut pas réguler davantage aujourd'hui? Alors c'est dans l'air du temps, depuis la crise de 2008-2009, de mettre en place de nouvelles régulations. Ça s'est d'abord exprimé au niveau des banques, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif de Bâle III, qui n'est pas encore totalement en application, ont été définis des mécanismes tendant à essayer de maîtriser ex ante la montée des tensions financières par un meilleur contrôle des bilans, par de nouveaux types de ratios, notamment des ratios de liquidité, avec disons une vitesse d'application qui est relativement inégale, avec des incertitudes aujourd'hui sur l'attitude américaine. Par contre, sous l'angle notamment des pays émergents, ça reste soumis aujourd'hui à discussion, notamment à propos de l'introduction de nouvelles régulations sous la forme de contrôle, notamment des entrées de capitaux, qui ont souvent été très perturbatrices. Même une instance comme le Fonds monétaire international, qui n'est pas le repère de trotskistes, aujourd'hui plaide en faveur d'une ouverture plus marquée pour des contrôles des mouvements de capitaux. Alors il y a un problème en ce moment, c'est que Donald Trump revient sur certaines régulations financières. Est-ce qu'on va vers une chute totale, une nouvelle bulle
financière aujourd'hui? Alors c'est sûr qu'à propos de la politique de Trump, on met beaucoup l'accent en ce moment, et on a raison, hein, sur l'attitude protectionniste, mais il y a un phénomène qui est encore plus effrayant. C'est le retour en arrière sur les régulations bancaires, notamment en évinçant nombre de grandes banques américaines de ce qu'on appelle les tests de stress, hein, c'est-à-dire la surveillance des sources de fragilité. Donc, cumulé à la politique protectionniste, à la relance budgétaire avec une diminution des recettes fiscales, il est clair que les États-Unis, plus qu'il y a encore quelques années, vont devoir ponctionner une part importante de l'épargne. Il n'est pas acquis que cette épargne asiatique, européenne, continue de se déverser vers l'acquisition d'actions, d'obligations et surtout de bons du Trésor aux États-Unis, ce qui laisse penser que le risque d'une forte chute de la monnaie américaine est un risque à prendre très au sérieux dans les mois qui viennent. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup André Kartapanis pour cet éclairage sur la globalisation financière. Merci à vous. Je vous en prie.